Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission scientifique de Toxin sur Toxin Plus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'immense privilège d'être chez Jean-Pierre Petit, chez lui, sous le beau soleil provençal. Donc vous voyez, nous sommes en tenue presque estivale. Et bien voilà, nous avons le plaisir de pouvoir discuter avec lui. Si un jour on m'avait dit que je pourrais discuter avec vous directement chez vous, je ne l'aurais pas cru. Et ça, c'est grâce à vous, chers amis auditeurs de Toxin. C'est grâce à votre fidélité, à votre suivi que nous pouvons faire ce type d'émission absolument extraordinaire. J'en profite pour vous remercier, pour vous inviter à vous abonner à notre nouvelle chaîne Toxin Plus. Je remercie par avance notre réalisateur Thibaut, je remercie Roxane à la programmation et évidemment vous, chers amis auditeurs. Mais surtout, je remercie Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour, bonjour. Merci infiniment de votre invitation. C'est vraiment, comme je le disais, un privilège et un honneur d'être avec vous. On le disait juste avant de commencer cet enregistrement. Vous vous présentez vous-même comme un s'aventurier, un scientifique à spectre large, et nous allons explorer avec vous ce spectre large de la science et commencer par une question simple, une question de béotien que je suis, moi, qui ne suis pas un scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce que la science, surtout dans cette époque où la science se présente souvent comme une religion. On nous dit il faut croire en la science. Qu'est-ce que ça veut dire croire en la science? Et surtout, quelle est la science aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire d'être scientifique aujourd'hui? C'est une question centrale. Qu'est-ce que c'est que la science? Qu'est-ce que c'est d'être scientifique? Comment ça marche? À quoi ça sert? Etc. Bon, on pourrait commencer par répondre négativement en disant qu'est-ce que n'est pas la science? Je dirais qu'actuellement, présenter la science comme quelque chose en quoi il faut croire, c'est la négation même de la démarche scientifique. Le scientifique, il n'est pas là pour croire, il est là pour avancer, pour explorer. Donc déjà, présenter ça comme une croyance, c'est absurde. Parce qu'en plus, il faut reconnaître une chose, l'histoire des sciences. Déjà, lorsque les gens font des études scientifiques, il faudrait qu'ils aient des notions très précises sur l'histoire des sciences. Et vous voyez, moi j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait l'école supérieure d'aéronautique, après j'ai fait de la recherche, mais c'est là tout d'un coup que je me suis aperçu que j'ignorais tout. Par exemple, je croyais que les équations de Maxwell, ça avait été inventé la semaine dernière, quoi. C'est là que... Alors, oui, même je dirais qu'une chose, à un moment, des universitaires de la faculté de lettres d'Aix-en-Provence m'ont dit « Est-ce que tu accepterais de faire des cours au littéraire ?» C'est-à-dire dans la fac de lettres. Bon, d'accord. Alors, je me suis retrouvé détenteur, responsable d'une unité de valeur de sciences exactes. Donc, ça s'appelait comme ça. J'étais censé enseigner les sciences exactes aux étudiants de philo. Ça, c'était une expérience extraordinaire. C'est ça, d'ailleurs, qui a donné les Lenturlus, je vous signale, toutes les bandes dessinées. Parce qu'il a fallu que j'invente une façon de parler à ces gens-là. Je ne pouvais pas leur faire des crottes de mouche, des XY sur un tableau, ça ne marchait pas. Donc, je me suis retrouvé face à ces gens-là. Il y avait des étudiants qui étaient jeunes, mais il y avait aussi des gens qui faisaient des études de philo parce qu'ils voulaient faire quelque chose à 30 ou 40 ans. J'avais un public très large. Et puis, très rapidement, c'est moi qui me suis mis à apprendre des tas de choses extraordinaires. Par exemple, je me rappelle d'une étudiante me disant « Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Lucrèce ?» Lucrèce, non, c'est une nana. Non, Lucrèce, c'est un philosophe romain du IIIe siècle avant ou après Jésus-Christ. Et justement, Lucrèce a été le premier à imaginer que la matière puisse être faite d'atomes. Alors, qu'est-ce que faisait Lucrèce? Eh bien, en prenant une amphore pleine de sable et en la versant, il constatait que ça ressemblait vraiment à un liquide. Et à ce moment-là, Lucrèce a eu cette intuition. Il s'est demandé, est-ce que le principe d'Archimède marche dans le sable? Voilà. Alors, à ce moment-là, il a pris du sable très fin et il s'est aperçu que si on mettait un morceau de métal et qu'on secouait, il coulait. Alors qu'au contraire, un morceau de bois partait. Alors, à ce moment-là, il y a un étudiant qui a dit, mes parents ont une propriété à Roussillon, vous savez, le sable de Roussillon, il y a deux sables qui sont extrêmement fins. Il y a le sable de Fontainebleau et le sable de Roussillon. Donc, à ce moment-là, on a pris rendez-vous et l'étudiant a dit « Je viendrai la semaine prochaine avec du sable de Roussillon ». Alors, il est arrivé avec un bac en plastique rempli de sable de Roussillon et on a fait l'expérience. On a mis un morceau de ferraille, on a secoué, le morceau de ferraille a coulé. Alors après, on a pris une balle de ping-pong, on l'a mis dans le sable et quand on a secoué, elle est sortie. Donc, vous voyez, on était en train de refaire la démarche d'un bonhomme
qui vivait il y a 2000 ans. Hein, et il avait cette idée-là, c'était quand même extraordinaire. Donc autrement dit, d'où viennent les idées scientifiques? On ne sait pas. Voilà un type tout d'un coup qui a utilisé une analogie et il a projeté sa pensée 2000 ans en avance. Extraordinaire, un truc pareil. Donc moi je découvre la science et la philosophie des sciences, l'épistémologie, comment ça fonctionne, comment les gens ont des idées, comment la science se développe, et à quoi sert-elle, bon, etc. Alors, je dirais que j'ai plus appris de mes étudiants de philo qu'ils l'apprenaient de moi, quoi. Donc, vous voyez, déjà, vous avez cette idée, d'abord, avoir un regard sur l'histoire des sciences. Quand on demande qu'est-ce que c'est que la science, bon, la science, c'est un questionnement. Et au départ, les scientifiques étaient des philosophes. La philosophie et la science, c'est deux choses qui étaient insécables. On ne faisait pas l'un sans l'autre. Prenez Newton, prenez Leibniz, des gens comme ça. C'était avant tout des philosophes. Actuellement, est-ce que la science a complètement divorcé par rapport à la philosophie? Mais à ce titre, on le voit bien, mais même à l'école, au collège, au lycée, notamment dans les mathématiques. On nous expose des concepts mathématiques, je prends l'exponentielle, le logarithme, enfin des points comme ceci, mais sans jamais expliquer ce que c'est et d'où ça vient. Et donc, Exactement. à quoi ça sert? Résultat, on arrive avec des étudiants qui nous disent « Ah, mais je comprends rien, ça sert à rien, ça ne servira jamais à rien. » Sauf qu'on ne leur a jamais dit comment cette idée était arrivée à émerger Exactement. et ce que ça signifiait profondément. Donc, on se retrouve avec des équations qui, pour certains, sont peu compréhensibles, et finalement, on ne sait pas ce qu'on manipule. Je ne sais pas s'il faudrait rajouter à un secteur histoire des sciences dans l'enseignement scientifique, ça me paraît indispensable. Parce que moi, je l'avoue que quand je me suis retrouvé dans ce département de philo, j'ignorais complètement l'histoire des sciences. Je découvrais, quoi, c'est tout. Donc ça m'a intéressé, etc. Donc, vous voyez, il y a une chose, qu'est-ce que c'est que la science? Eh bien, on pourrait même poser la question actuellement, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Qu'est-ce qui est devenu la philosophie? Qu'est-ce qu'elle était dans le temps? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand les gens faisaient des études de philo, il y avait trois secteurs. Il y avait la logique, qui est devenue l'épistémologie. Il y avait la morale, qui est devenue la sociologie et la psycho. Et puis, il y avait la métaphysique, qui est devenue l'histoire des religions, tout simplement. Et actuellement, moi je sais que j'avais essayé de reprendre contact avec le département de philo de la fac d'Aix pour éventuellement pouvoir parler. On m'a dit « Oh, mais vous ne trouvez personne qui soit intéressé par ces sujets. Je veux dire, dans un département de philo, vous avez un petit bonhomme qui s'occupe de telle chose, et puis un petit bonhomme... Spécialisation. Alors que la philo, c'est non spécialisé. S'il y a vraiment une discipline qui ne peut pas être spécialisée, c'est bien celle-là. Alors le fait de trouver tout d'un coup dans les départements de philo des spécialisations, c'est absurde. Donc vous voyez déjà, première chose, la science et la philo, ça devrait marcher ensemble. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la philo? Si la philo est spécialisée, c'est plus la philosophie. Et pourtant, alors je fais le lien, parce que l'un des plus grands auteurs français, qui est Pascal, quand on lit un peu ce qu'il fait, il fait à la fois de la géométrie, écrite en français d'ailleurs sans équation. Il fait évidemment de la métaphysique, il fait aussi de la religion, mais il fait même dans son étude religieuse des liens. Il compare Dieu à un point qui serait partout, par exemple. Donc il fait évidemment, dans son cerveau génial, le lien entre théologie, métaphysique et mathématiques. Exactement. Et vous allez voir qu'au fil de nos discussions, c'est vers ça qu'on va converger. C'est-à-dire que, vous savez, on dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », mais une science qui ne se préoccupe pas des choses du monde n'a pas de sens. Le scientifique, c'est pas un homme dans sa tour d'ivoire, c'est absurde. Vous voyez, actuellement, nous vivons des heures dramatiques et les scientifiques doivent être complètement pénétrés des choses dramatiques. Or, actuellement, qu'est-ce que vous constatez dans la science actuelle? Je prends par exemple la cosmologie. Vous savez, l'image, c'est le marchand de sable. Quand on était enfant, le marchand de sable passait pour faire dormir les petits-enfants. Et là, maintenant, ce marchand de sable-là, qu'est-ce qu'il distribue? De la poussière d'étoiles. Ça, c'est l'image inventée par Hubert Reeves. Dormez, petits-enfants, rêvez aux belles choses du cosmos, aux galaxies, etc. En fait, on endort les gens avec un pseudo-discours. Et ça évite de se poser les problèmes brutaux du temps, et dans tous les domaines. Vous voyez? Donc, vous me posiez la question, qu'est-ce que c'est que la science? Actuellement, je peux vous dire la chose suivante, c'est que telle qu'elle fonctionne actuellement au niveau international, ce n'est plus de la science. C'est de l'idéologie scientifique qui est déployée comme ça. Vous croyez en notre science.
Alors qu'il y a une chose, c'est que la science est une démarche avec des bouleversements permanents. Regardez notre brave Lucrèce qui invente les atomes du temps. C'est extraordinaire. Mais tout ça, c'est pareil. Je veux dire, l'histoire des sciences est pleine de rebondissements fabuleux. Mais donc on pourrait dire qu'en quelque sorte, l'histoire des sciences, elle, est certaine, mais l'état actuel de la science, lui, reste totalement incertain. En l'état actuel, mais c'est vide. Je veux dire, le temple de la science est déserté. Il n'y a plus de scientifiques. Moi, j'ai rencontré des mathématiciens qui étaient des penseurs. Hein, on en parlera tout à l'heure. Lichnerowitz, Morin, Souriau, Grothendieck. Ça n'existe plus. Et comment vous expliquez ça ? Bah, écoutez, comment expliquer que notre vie politique française soit devenue vide, hein, franchement ? Parce qu'il y a des gens qui se le sont emparés. Puis il y a aussi une chose, si vous voulez, c'est qu'il y a un truc qui joue un rôle très important, c'est les médias. Et actuellement, la politique, les hommes d'argent se sont appropriés les grands médias. Donc on raconte aux gens ce qu'ils doivent penser, même on leur fait croire à ce qu'ils sont censés penser. Vous voyez ? Donc vous avez un enfumage complet de la population. Le résultat, c'est qu'elle se manifeste complètement enfumée. Et vous avez un enfumage politique complet, vous n'avez plus de vision. Un politicien, on dit gouverner, c'est prévoir. C'est un homme qui doit avoir une vision. Actuellement, nous sommes face à des singes, à des nains exactement. Mais vous voyez, ce que vous me dites me fait penser à ce passage d'Orwell bien fameux où Winston, je crois qu'il s'appelle dans le roman de 1984, on lui explique 2 plus 2 égale 4, et en même temps, le fameux en même temps, 2 plus 2 égale 5. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité dans le langage commun. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans le domaine politique, médiatique, etc. C'est-à-dire qu'on peut dire tout et son contraire en même temps, et qui fait qu'il n'y a plus de socle commun. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité admise. Est-ce que ce n'est pas un peu le même phénomène qui se passe dans le domaine scientifique ? Vous verrez la chose suivante, c'est qu'actuellement, quel est le gros problème du monde actuellement ? C'est d'avoir une direction, de savoir vers quelle direction... Vous savez, je pense à cette phrase 68arde qui était assez amusante, qu'on voyait écrire sur les murs. Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. Et on pourrait dire c'est exactement la même chose maintenant. Hein. À quoi vous raccrochez ? Hein, vous avez une église catholique qui est éclaboussée par ces scandales de pédophilie. Hein. Alors, est-ce que c'est ça ? Maintenant, vous avez une gauche, une droite qui ne sait plus dire son nom. C'est inimaginable. Donc, actuellement, quelqu'un a-t-il la marche à l'étoile ? Vers quelle étoile faut-il se diriger ? Alors vous avez des gens, moi je trouve ça merveilleux, comme Philippe Guillemont par exemple, qui a sorti des tas de livres qui vous expliquent que le futur n'est écrit nulle part. Alors ça c'est vraiment le pseudo-philosophe et aussi le pseudo-scientifique. Mais ça marche formidablement. Il a des taux d'audience extraordinaires. Donc on voit bien que les gens sont à la recherche de quelque chose. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il ne me semble pas que la direction qu'il indique soit la bonne, quoi. Moi, je me rappelle, comment dire, on mettra peut-être cette image à l'écran parce qu'elle est amusante. On voit un rideau qui s'entrouvre et vous avez l'enturlu qui passe la tête et qui dit « Y a-t-il un philosophe dans la salle ?» C'est ça. Y a-t-il un philosophe dans la salle ? Y a-t-il un homme politique dans la salle ? Un vrai ? Quelqu'un qui va essayer de réfléchir à ce que le monde va devenir. Nous avons des clowns, quoi, c'est le cas de le dire. On refait le lien entre politique et science parce que vous disiez, y a-t-il un philosophe dans la salle ? Mais quand on lit les mémoires de De Gaulle ou les entretiens avec Perfit, on sent un niveau, une vision, une ambition, une envergure. Et d'ailleurs, De Gaulle est écrivain, c'est un penseur militaire, c'est un militaire d'ailleurs, mais c'est aussi un visionnaire politique. Il connaît les problèmes économiques, financiers, stratégiques. Et il me semble qu'on en parlait juste avant le début de cette interview, qu'il y a un problème de... Vous disiez, je suis un scientifique au spectre large. Il n'y a plus ce spectre large. J'ai l'impression que chacun se cantonne à sa petite spécialisation, et qu'il ne voit pas au-delà de son domaine, et qui fait que chacun reste enfermé sans savoir embrasser le monde et ses vastes problèmes. Ça se résume en une phrase, ils sont incultes, tout simplement. Inculte. Vous savez, moi, j'ai connu des scientifiques russes, j'ai bien connu Velikov, qui est devenu vice-président de l'Académie des sciences. Et Velikov était
le leader de la MHD russe. Et un jour, il vient, un jeune chercheur, je l'ai connu, jeune chercheur, il vient à Moret-sur-Loing pour visiter une installation de MHD. Et à un moment, à Moret-sur-Loing, où je crois que c'est cet endroit-là, il y a le centre de recherche voisine avec un édifice religieux. Et à ce moment-là, il y a le directeur qui dit à Velikov, oui, c'est ancien, ça c'est très ancien. Et Velikov répond, oui, c'est cistercien. Ah bon? Alors, ensuite, je crois que Velikov a dit, mais est-ce que, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom du village, est-ce que ce n'est pas de ce village qu'est parti d'Artagnan lorsqu'il est monté vers Paris, hein? Et alors, évidemment, le directeur n'avait pas lu d'Artagnan, il n'avait rien lu du tout. Et à un moment, il dit à Velikov, mais combien avez-vous lu de livres français? Environ 400. Voilà. Donc vous avez un Russe qui cultivé. Et moi, j'ai travaillé avec des scientifiques russes. Il y en avait même un qui était un grand ami à moi qui est mort, Golubev. On voit sa photo dans mon site Savoir sans frontières, qui m'a aidé à créer. C'était des gens cultivés. Et bon, les gens diront que je suis pro-russe, mais j'aimerais retrouver chez des gens, rencontrer des gens comme ça. Or, quand je rencontre des Français qui sont incultes, voilà. Alors, la grande question, c'est pourquoi? Comment on en est arrivé là? Encore une fois, il y avait en France, mais ailleurs, en Europe, une école d'universalisme, d'universalité, de culture générale, ce qu'on appelait les humanités. Chacun n'était pas cantonné dans son petit rôle, on pouvait embrasser tout un tas de domaines. Et aujourd'hui, effectivement, on a ce sentiment de disparition. Mais vous l'expliquez comment? C'est l'éducation nationale. Vous avez bien vu que le ministère de l'Éducation nationale cherche à bêtir les gens. On a supprimé l'état de discipline, on ne sait pas la peine de parler de ça. Par exemple, inutile de faire du latin, ça ne sert à rien, vous voyez. Hein, c'est bien connu. Voilà. Inutile de faire du grec. Moi, j'ai fait du latin, j'ai fait du grec. Vous savez que j'ai fait des travaux en égyptologie, quoi. Et dans ce genre de choses-là, j'étais amené à me concentrer sur la traduction du texte grec d'Hérodote. Bon, mais c'est parce qu'on est cultivé qu'on arrive à faire des choses comme ça. Actuellement, dire aux gens ça sert à rien, vous vous rendez compte? Ce qu'on perd, toute cette pensée antique qui est d'une richesse fabuleuse, on la balaye d'un trait de plume, mais c'est incroyable. Ça fait un lien avec cette question de la vérité, qui est quand même, me semble-t-il, un des objectifs principaux de la science, c'est atteindre à la vérité, sans prétendre la détenir en permanence. C'est que sans cette culture générale, il me semble impossible de pouvoir discerner le vrai du faux. C'est-à-dire qu'on peut recevoir n'importe quel discours en nous disant « voilà ce qu'il faut croire », et sans cette culture, sans cette manière d'embrasser le monde dans ses divers domaines, dans ses divers aspects, eh bien, on est aux prises à n'importe quel mensonge en réalité. Donc, est-ce que ça ne serait pas justement une volonté de maintenir la population dans le mensonge? Et le problème étant que les élites venant du peuple, elles se sont elles-mêmes auto-intoxiquées en quelque sorte. Vous savez, il y a un principe scientifique important, c'est le doute. Il faut être capable de douter. Or, justement, actuellement, on vous enseigne de ne pas vous fier aux fake news. Donc, autrement dit, les gens qui dénoncent les fake news, ce sont ceux qui connaissent la vérité. Écoutez-nous, nous avons la vérité, mais n'écoutez pas ceux-là, parce qu'ils sont... les nouveaux inquisiteurs. Voilà, c'est les nouveaux inquisiteurs. Et on revient à cette question de la science aujourd'hui, posée comme une sorte de religion nouvelle. Absolument. Elle est structurée de cette façon-là. C'est catastrophique. Je ne sais pas, mais vous voyez, il y a un mot extraordinaire, c'est le consensus, qui est d'ailleurs un mot latin, le consensus. Le consensus, c'est le fait de bénéficier de l'approbation de la majorité de la communauté scientifique. Ça, c'est grave, parce que lorsque cette communauté scientifique se trompe, elle va cautionner la bêtise, et ça va continuer. Alors, on en parlera plus dans l'autre émission. La matière sombre, l'énergie noire, voilà l'émergence du consensus.
Un large consensus, c'est fait pour... Et vous avez par exemple Françoise Combe, présidente de l'Académie des sciences, elle est dans ce consensus. C'est une vendeuse de consensus. Elle est comme une marchande des 4 saisons, elle vous vend de la matière noire, de l'énergie noire, de la pensée noire, de la science noire. C'est dans le consensus. Et ce consensus a amené une erreur catastrophique. Alors après, on dira, oui, mais lui, il y a peu de gens qui le suivent. Mais si vous lisez l'histoire des sciences, tous les grands novateurs, ils étaient isolés. Et en plus, c'est la grande tradition européenne, de l'université européenne, c'est la disputatio. Disputatio, ça veut dire discussion, mais c'est la dispute. Il faut d'abord s'engueuler. D'ailleurs, vous parliez des Grecs anciens, mais il me semble que Platon nous dit il faut avoir des opinions pour ensuite commencer le dialogue. Et si on n'a pas d'opinion, même fausse, au départ, il est impossible de dialoguer. Donc il faut avoir, vous pourrez traduire par des préjugés, à condition évidemment d'ensuite s'en servir pour avancer dans la discussion et essayer d'atteindre la vérité. Est-ce que vous vous rendez compte que moi, depuis 10 ans, même 20 ans, je suis blacklisté dans tous les séminaires de France et de Navarre? Il y a un endroit où je pourrais parler des travaux de physique théorique que je fais, c'est l'école normale supérieure. Non, 0. Polytechnique, 0. Les grandes écoles, 0. C'est fou. Blacklisté complet. À Marseille, il y a le centre de physique théorique, il y a le centre de physique des particules, il y a, il y a 3 séminaires principaux, il y a le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Bon, eh bien, c'est pas la peine que je fasse des propositions, on ne me répond pas. Mais vous voyez, un truc pareil. Alors effectivement, il se trouve que je suis allé dans des séminaires et j'ai eu des contradicteurs. Et vous savez... je me rappelle ce que me disait mon ami Monet, astronome, en parlant d'un personnage qui était allé dans un colloque, il s'est fait descendre en flammes. C'est vrai le mot qu'on emploie comme ça. Alors effectivement, quand un type sort des travaux qui ne collent pas, les autres lui tombent dessus. C'est vrai que les scientifiques sont assez impitoyables. Et quand on parle de descendre en flammes, c'est pas en élevant la voix, c'est pas en insultant la personne, c'est en lui disant avec un ton très polissé, j'ai peur qu'il y ait une petite contradiction à tel endroit, quoi. Et c'est catastrophique. Voilà. Moi, je me rappelle que quelquefois, j'ai vu des gens qui disaient des bêtises, et au lieu de les allumer en plein, j'allais après la conférence en aparté lui dire, écoutez, est-ce que ceci, est-ce que cela, pour ne pas ridiculiser le bonhomme en public. Et alors, justement, quelquefois, on est attaqué comme ça. Moi, je me rappelle de type qui dit je ne crois pas à vos théories sur la MHD. Ben, je dis, écoutez, monsieur, c'est pas une question de croire. Est-ce que vous avez des arguments? Et à ce moment-là, le type se rassied, comme s'il avait l'air de dire, en plus, il faudrait que je donne des arguments. Alors, il y a eu aussi des confrontations dans l'aspect purement scientifique, purement mathématique, où j'ai retourné la situation en ma faveur. Et c'est dramatique, parce que par exemple, quand vous dites à quelqu'un écoutez, je suis gêné parce que la façon dont vous interprétez ce que je viens de dire, c'est pas dans ce domaine-là que ça se situe. Si vous voulez, je vous les expliquerai après la conférence, mais ça n'a rien à voir, vous voyez. Ouais, l'action coadjointe d'un groupe sur le dual de son espace de Lie, non, c'est pas, on parle de ça, mais pas du tout de ce que vous évoquez, il confond. Alors là, quand un type est comme ça, et qu'en plus il a une prestance scientifique, il se ridiculise vis-à-vis de ses élèves. Hein. Enfin, vraiment, écoute, gamin, je t'expliquerai ça à la sortie, tout. Et c'est pas du tout ça. Vous voyez, t'es fou. Alors, il y a un truc amusant quand on me parlait de culture. Moi, j'ai eu une enfance assez curieuse parce que quand la guerre s'est déclarée, ma famille possédait une maison de famille à La Baule. Et à ce moment-là, ma mère, puisque j'étais dans une famille monoparentale, a trouvé le bon de se réfugier à La Baule. Et à ce moment-là, j'ai passé toute la guerre, pendant 4 ans, dans une station balnéaire qui peut accueillir 100 000 personnes et où il y avait 50 personnes. Le prochain voisin était à 3 km. Donc, dans une absence totale d'informations, complètement coupée de tout, ce qui fait que j'ai lu ce qu'il y avait dans le grenier. Alors ça a donné des situations paradoxales. J'avais une culture générale complètement exotique. Hein. Je pense à un prof d'anglais qui, à un moment, dit... il y avait une phrase où on parlait du char de Jaggernaut.
Charles Jaggernaut. C'est une expression anglaise qu'on emploie quand on parle du Jaggernaut, c'est une entreprise absurde qui va aller à la catastrophe. Et là, le professeur dit, je serais bien étonné qu'il y ait dans la salle quelqu'un qui sache que c'est que le Jaggernaut. Et moi, je lève la main, j'avais 10 ans. Hein, et je lui dis, oui, c'est un char rituel dans le Décan qu'on sort une fois par an et les fidèles se jettent sous ses roues parce que la tradition veut qu'ils aillent directement dans leur paradis indien. Et alors, évidemment, vis-à-vis de mes professeurs, j'étais quelqu'un de bizarre. J'avais appris par cœur le dictionnaire sur les animaux, par exemple, donc je n'avais plus rien à apprendre. Mais par contre, il y avait des failles considérables. Vous voyez, la culture, c'est une arme essentielle. Avec le doute, il faut toucher à plein de choses. Parce que le progrès, souvent, on dit aux gens, mais vous avez de l'imagination. Mais l'imagination, c'est ce qui résulte du choc entre deux choses. Lorsque vous mélangez la physique et la géométrie, voilà, à ce moment-là, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça fait 5. C'est beaucoup plus que la somme des deux choses. Et là, cette spécialisation, c'est catastrophique. En physique théorique, en cosmologie, on spécialise les gens et il ne faut pas s'étonner qu'ils ne sortent plus rien. Et à telle enseigne qu'en physique théorique, et là je mets de côté les avancées techniques, hein, ouais. Parce qu'on ça n'a rien à voir. On a des avancées techniques dans beaucoup de domaines, mais me semble-t-il, la théorie scientifique, notamment en physique, n'a pas avancé depuis un siècle quasiment. Écoutez, je crois que maintenant ça commence un petit peu à se faire jour sur Internet et même dans des articles. La physique est en crise. Mais elle est en crise depuis 1974, vous vous rendez compte? Ça fait 50 ans que la physique est en crise. On n'a jamais connu une chose pareille. Et surtout, quand on connaît un peu l'histoire des sciences, on jette un regard sur l'évolution scientifique entre 1895 et 1945. C'est hallucinant. On a l'impression que tout à la fois la pensée théorique et la pensée expérimentale, c'est deux chevaux qui partent au galop. De temps en temps, il y en a un qui est un peu en avance par rapport à l'autre le rejoint. Mais c'est extraordinaire. La théorie et l'expérience se rejoignent. Là, maintenant, les deux sont en panne. Regardez, expérimentalement, on a construit le LHC. On a fait un collisionneur de particules pour faire apparaître des choses. Vous nous rappelez rapidement ce que c'est que le LHC? Alors, le LHC, disons que tout ça, ça part de l'avant-guerre. On se met à démonter la matière. Hein. À ce moment-là, vous savez que le neutron a été découvert en 1932. Donc, pour résumer, c'est un accélérateur de particules qui se situe autour de Genève, me semble-t-il. Donc, c'est un énorme anneau souterrain qui fait des dizaines de kilomètres. On fait se cogner qu'on accélère à très haute. On fait se cogner les photons. Mais quelquefois, moi, je découvrais ça avec mes étudiants de philo. Vous vous rendez compte, avant 1932, on n'avait pas notion du neutron. Or, actuellement, même le lecteur qui n'est pas orienté science, il sait que les noyaux des atomes sont faits de protons, de neutrons, et puis autour, il y a des électrons qui tournent autour. Alors, il y a une chose assez amusante, c'est qu'il y avait un chimiste, je crois que c'était Berthelot. Berthelot est mort en disant « Je lutterai jusqu'à mon dernier souffle contre cette idée absurde d'atome. » Mais pourquoi? Parce que vous connaissez la table de Mendeleïev. Mendeleïev, c'est un russe, un génie qui a essayé de comprendre une sorte de périodicité. Alors, il y avait effectivement des substances gazeuses, solides, liquides, et on les classait. Donc, on les appelait le soufre, le fer, le cuivre, ça portait des noms. Et Mendeleïev avait fait une sorte de classification de ces choses-là. Et justement, tout d'un coup, en amenant la notion d'atome, on revenait à cette vision antique en démontant ces atomes avec un petit nombre d'éléments. Et Berthelot voyait là-dedans une régression vers une théorie des 4 éléments. Vous voyez, les 4 éléments, c'était l'eau, le fer, le feu. Et à ce moment-là, il est dit, cette vision atomique est réductrice. C'est vrai que c'est étonnant, tout d'un coup, on a fabriqué une centaine de substances, et à ce moment-là, quelqu'un dit non, c'est fait avec 3 petits machins de rien du tout, quoi. Voilà. Alors ces 3 petits machins, effectivement, le 3e machin important, le neutron, il apparaît en 1932. C'est fou. Bon, et ben tout ça, ça montre que dans cette démarche scientifique, il y a eu un bouleversement hallucinant dans le début du siècle, avec l'apparition de la physique atomique, puis après de la physique quantique. Est-ce que vous vous rappelez que le premier pionnier de la physique quantique, c'est Planck? Et Planck
en se posant des problèmes sur le rayonnement, tout d'un coup, il se dit ça doit être quantifié. Il invente cette théorie des quanta. Il trouve même le moyen de sortir une formule alors qu'il ne l'a pas établie. Après, mais vous savez, il y a un truc marrant, c'est que moi j'avais un jour demandé à Souriau, mais toutes tes idées de mathématiques très sophistiquées, d'où est-ce que tu les sors? Ah, c'est une bonne question. Réponse de Souriau, mais comme tous les mathématiciens, en rêve. Alors, on va revenir à ce point-là parce qu'il m'intéresse beaucoup. Oui, c'est étonnant. Mais alors précisément, parce que pour faire le lien avec cet accélérateur de particules, oui. J'ai quand même l'impression qu'on a tendance à mettre la technique avant la recherche fondamentale et donc avant l'imagination. C'est-à-dire qu'on a déployé des moyens colossaux, pourquoi pas, après tout c'est une très bonne idée, mais sans savoir exactement ce qu'on cherchait. C'est-à-dire qu'on se dit on va tester des choses, mais sans avoir l'idée préconçue. C'est-à-dire qu'on a laissé l'imagination à la traîne de la technique. Mais est-ce que c'est une impression Non, il y avait une logique au départ. Quand vous voulez démonter quelque chose, soit ça se démonte gentiment, soit vous le cassez. Hein. Les atomes, c'est solide, bon, ben, on va essayer de voir comment ça marche, quoi. Donc à ce moment-là, les casser, ça consiste à faire entrer en collision des choses. Bon, alors effectivement, pour les atomes, ça avait été chose faite. Mais après, on a voulu démonter les particules. On a voulu démonter le proton. Donc à ce moment-là, ce qui est extraordinaire, dans ces accélérateurs de particules, on accélère des protons. Et vous savez comment on accélère des protons ? Vous connaissez cette histoire de mouvement péristaltique de l'intestin. Quand vous avez un bol alimentaire qui circule dans votre intestin grêle, il y a une contraction musculaire qui vous pousse le bol alimentaire. Eh bien, on fait la même chose avec le champ magnétique. Le champ magnétique a des ventres et des nœuds, et à ce moment-là, on pousse le paquet de protons, comme ça. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on se dit, mais combien de temps ça prend ? Mais des heures ! Alors que ça fait le tour à une vitesse qui a fini par atteindre presque la vitesse de la lumière, à chaque fois on donne une petite impulsion supplémentaire et à la fin on finit par avoir des protons qui vont très très vite. Alors on a deux anneaux et tout d'un coup on met les trucs face à face, boum, on fait un collisionneur. Et à ce moment-là on s'est dit en faisant ça, on va casser les protons. Hein. Alors si on casse les protons, eh bien il y avait un monsieur qui s'appelait la théorie des quarks de Gell-Mann. Gell-Mann avait dit les protons ils sont faits de quarks. Les quarks, ce sont des particules qui ont des charges électriques fragmentaires, 2/3 ou 1/3. Or, c'est ça qu'on mesure dans les accélérateurs, c'est justement les charges électriques, parce que les particules sont déviées par un champ magnétique, et pas de quark. Ça, c'est les années 70. Et là, c'est la fin de la physique. Tout d'un coup, ça marche plus. Alors, on s'est dit, bon, ben, ça marche plus parce que on n'a pas mis assez d'énergie. Alors, on a augmenté, on a mis des crédits, on a accéléré, suraccéléré les particules. Alors, ce qui est assez marrant, c'est quand vous prenez ces protons qui se rendent dedans, ils ont une énergie MC2. Mais en fait, l'énergie qu'on leur donne, c'est beaucoup plus que ça. Donc, ce qui entre en collision, c'est pas des protons, c'est des paquets d'énergie. Alors, on a une énergie considérable qui se mesure maintenant, vous savez, en téraélectronvolts, etc. Et on se dit, il va apparaître quelque chose. Est-ce qu'il va apparaître quelque chose ? Eh bien, le physicien est comme un forgeron qui a un marteau. Il tape. C'est ce que je voulais vous dire. En fait, ça ressemble à un très gros marteau. C'est le marteau de Thor. Enfin, il tape, et il y a des étincelles. Et plus il tape, plus il y a des étincelles, mais il fabrique une matière. C'est extraordinaire. Donc, autrement dit, on a des gerbes incroyables et pas de quarks. Alors, effectivement, ces gerbes, est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau ? Non. Simplement, c'est la décomposition de choses autres. Il se fabrique des trucs instables, etc. Mais il n'y a rien de nouveau. Et alors, justement, dans ces années 70-80, on a créé cette théorie des superparticules. On s'est dit, mais il doit y avoir le neutron, il doit y avoir le neutralino. Et puis, il y a le photo. On a créé toute une gamme de particules et on s'est dit, avec ces énergies, elles vont apparaître. Eh bien, elles n'ont pas voulu apparaître. Elles ont manqué à l'appel. C'est extraordinaire. Et là, depuis cet échec, évidemment, on a mis en évidence le boson de Higgs, mais c'est une faillite complète. Et actuellement, Sabine Hossenfelder, la physicienne allemande, s'insurge contre tout ça. On a simplement comme idée de fabriquer un super accélérateur qui sera encore plus grand, qui coûtera encore plus cher. Et quand on dit aux gens, qu'est-ce que vous comptez trouver avec ça ? Je ne sais pas, mais quelque chose va se produire. Mais oui, vous allez avoir encore plus d'étincelles. Oui, mais c'est ce que je vous disais. Voilà. On a des marteaux de plus en plus gros au détriment de l'imaginaire. Et là, on en revient à cette question. Un vrai scientifique, qu'est-ce qu'il a dans la tête ?
Ben, un vrai scientifique, il faut qu'il soit capable de douter. C'est-à-dire que si tout d'un coup on se dit je dépense des milliards de dollars et ça marche pas, c'est peut-être parce que l'idée poursuivie est pas la bonne. Alors évidemment, il y a un truc extraordinaire qui est de dire on n'a pas observé les quarks, mais les quarks, ça, ils sont dans le modèle. Et tout d'un coup, et si c'était autre chose? Vous voyez, vous vous rappelez en astronomie, vous avez un monsieur très bien qui s'appelle Ptolémée, et Ptolémée a créé son modèle des épicycles, mais ça a duré qu'15 siècles, parce que ça marchait très bien. Imaginez qu'actuellement nous sommes comme des astronomes qui diraient avec un télescope encore plus puissant, on finira par les voir, ces épicycles, vous voyez. Les épicycles, c'est-à-dire le fait que les planètes aient des trajectoires vachement bizarres, un peu comme elles marchaient avec des engrenages. Oui, c'est très joli d'ailleurs, ça fait une sorte de rosace. Alors, ces engrenages, ça marche, on arrive à prédire les trajectoires des planètes avec une grande précision, donc on finira par les voir, ces engrenages. Voilà. C'est comme un ex-beau-père que j'avais qui disait que la Terre en tournant devait faire du bruit, et si on avait des capteurs assez importants, on finirait par savoir le bruit qu'elle fait en tournant. Voilà. Et là, imaginez les astronomes qui essayent de photographier les épicycles. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire avec les quarks. Alors à ce moment-là, ça voudrait dire, peut-être que la physique ne marche pas comme ça, peut-être qu'on est à la veille d'un bouleversement majeur. Et ce bouleversement majeur, qu'est-ce qu'il pourrait être? Quelle est cette physique théorique qui tout d'un coup n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait? Eh bien, c'est le fait de considérer que l'espace lui-même est quantifié. Vous savez, quand vous jouez aux échecs, vous jouez aux échecs Très modestement. Un petit peu. Bon. Alors, vous savez, aux échecs, on a 8 colonnes, 8 lignes, avec des cases, et puis vous avez des pièces qui se déplacent comme ça. Et tout d'un coup, si vous dites à un joueur d'échecs, combien dure un coup? Ça n'a pas de sens. Je vais de la case D3 à la case D4, c'est tout. Oui, mais quand vous déplacez votre pièce entre le moment sur une case de départ et une case d'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, ça n'a pas de sens. Quand un cheval se déplace, il est là, après il cesse d'être là et il est là. Mais le mouvement du cheval n'est pas à analyser. On ne va pas filmer un échiquier pour savoir comment se déplace un cheval. Vous voyez? Donc là, on a vraiment un jeu qui est quantifié. Les cases sont quantifiées. Le temps, c'est comme le temps de Planck. Ça dure le temps de Planck, ça n'a pas de sens. Et ensuite, tout le discours est quantifié. Par exemple, si je dis combien mesure un échiquier, hein? Voilà. Quelle est votre réponse? Combien ça mesure un échiquier? Je dirais 64 cases. Oui, voilà, 64 cases, ça n'a pas de sens. Vous pouvez jouer aux échecs avec un microscope, ou alors, voilà. Ou même sans échiquier, vous pouvez le faire uniquement par la pensée. Même sans échiquier, moi j'avais un ami qui jouait sans échiquier, c'était très impressionnant. Mais ensuite, combien de temps dure une partie? Et surtout, combien de temps dure un coup? C'est important. Combien de temps? Ça n'a pas de sens non plus, voilà. Une partie d'échecs, c'est un discours qui est coup numéro 1, coup numéro 2, coup numéro 3, voilà, c'est tout. Donc là, imaginez que l'espace-temps soit quantifié. Alors vous avez un type qui s'appelle Carlo Rovelli, qui est devenu mondialement célèbre parce qu'il essaye de chevaucher cette idée. Mais ça ne marche pas, parce qu'il n'a pas pris le bon plan. Et là, on est... Mais ça veut dire qu'il y aurait des particules de temps, en quelque sorte. Oui, mais même, peut-être que... En fait, regardez par exemple, quand vous prenez le principe d'Heisenberg, le principe d'Heisenberg, c'est la clé de la mécanique quantique. Ça dit qu'on ne peut pas à la fois avoir une précision sur l'énergie qu'on mesure et le temps qu'on met à avoir cette énergie. Donc on a une sorte de chose incompressible. On ne peut pas connaître à la fois la position d'un objet et son impulsion. Alors vous avez l'impulsion ou la vitesse. Vous avez delta x, delta v égale h. Le produit de l'incertitude par la position. Mais ça veut aussi dire que la case XV est finie. Et que, justement, la constante de Planck, c'est ça. Mais en réalité, ça, c'est un problème qui est vieux comme le monde. C'est le problème de cette flèche qu'on envoie vers la cible. C'est-à-dire que entre deux instants, mathématiquement, j'ai toujours une infinité d'instants, mais si deux instants se touchent, c'est le même instant. Donc je dois mécaniquement, automatiquement, avoir un saut entre chaque instant, mais dans ce saut, j'ai toujours une infinité d'instants. Donc à un moment, j'ai une contradiction, et le problème, c'est comment peut-on penser la continuité même du temps, et donc de l'espace?
Mais on est dans la philo, nom de Dieu, actuellement. Là, vraiment, on a dit qu'on faisait voilà, on est dans le cœur, transmatière. Le cœur du problème. Et vous avez un homme adorable qui est Richard Feynman. Vous avez entendu parler de lui, un Américain qui a eu le prix Nobel. Enfin, il a eu des tas de prix, etc. Et Feynman était un type qui aimait s'amuser. Il jouait du tam-tam dans les boîtes de nuit, par exemple. Il était très dragueur aussi. Bon, mais Feynman, il disait la chose suivante: si vous rencontrez un jour un type qui dit j'ai tout compris en mécanique quantique, je vous dirais, vous rencontrez le plus grand des menteurs, parce que ça marche et on ne sait pas pourquoi. Et si on ne sait pas pourquoi, c'est parce qu'on n'a pas compris le contexte géométrique de la mécanique quantique. Vraiment, là, actuellement, moi je me rappelle, c'était il y a 30 ou 40 ans, il y avait un journaliste à Science et Vie qui avait fait un article, il y avait un beau dessin, en disant actuellement les disciplines se rejoignent et nous sommes sur le point d'arriver à une vision complètement globale de la science, où à ce moment-là, les différentes disciplines forment un paysage et on sait tout. C'est incroyable. C'est vraiment la théorie du tout, the theory of everything. Or, en fait, on pourrait dire, non, tout ce qu'on sait avec précision, c'est qu'on ne sait rien. Voilà le principe d'incertitude, quoi. La crédibilité d'un bonhomme multipliée par la certitude, c'est une constante de Planck. Mais d'ailleurs, il me semble que c'est Pascal qui a un aphorisme comme ça. Il nous explique que la connaissance, c'est comme une sphère qui grandit. Et évidemment, plus la sphère s'élargit, plus la surface d'inconnu devient grande. Ouais. Donc, évidemment, plus on connaît, moins on connaît. Ça semble paradoxal, mais c'est parfaitement logique. Mais il y a aussi une chose, simplement, quand vous posiez la question, qu'est-ce que c'est que la science? Ben, je vous répondais, c'est intimement lié à la philosophie et à la sociologie, c'est lié à l'humanité. La science, elle est profondément humaine. Il n'y a pas de science de tour d'ivoire. La tour d'ivoire, ça n'existe pas. Un scientifique qui est dans la tour d'ivoire, il va peut-être trouver des choses, mais il va perdre toute une dimension humaine, quoi. Regardez, les grands scientifiques, ce sont des êtres humains. Même, prenez un type comme Einstein, il était profondément concerné par les problèmes du monde, quoi. Donc vous voyez, comment dire, Souriau disait, un peu d'abstraction éloigne du réel, beaucoup y ramène. Je dirais que beaucoup de distance que vous prenez dans l'abstraction vous éloigne de l'humain, mais en fait, beaucoup vous y ramène. Et vous découvrez que nous sommes en plein là-dedans. Et nous verrons ça tout à l'heure, à cause des applications des découvertes scientifiques en matière d'armement. Vous voyez, franchement, il n'y a pas de science pure, il n'y a pas de science nickel, quoi. Vous vous rappelez du mot de Peggy, le quantisme a les mains pures, mais le quantisme n'a pas de mains. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais oui, je sais bien, mais là vous verrez, ça, peut-être qu'on va déjà, cette question, pour essayer de comprendre que la science est en crise. Enfin, la physique est en crise complètement. Mais je veux dire, on pourrait dire c'est formidable, parce que quand il y a une crise, il va se passer quelque chose. Vous savez, il y avait un type qui s'appelait Sommerfeld, qui était le recteur de l'université de Göttingen, et dans les années 30, quand il commençait son cours de début d'année, il disait aux étudiants: c'est extraordinaire, on vit une époque formidable, la physique est en cours de réflexion complète, on entend les tirs de mine partout, et il ajoutait: ce que je vais vous enseigner aujourd'hui se révélera peut-être une bêtise complète dans 6 mois. C'est vrai, et c'était joyeux chez eux. Et justement, le fait tout d'un coup de s'apercevoir que les anciennes connaissances s'effritent, il ne faut pas s'inquiéter. Ça veut dire qu'il va y avoir des nouveautés fantastiques. Or là, actuellement, ces gens qui s'accrochent à la matière sombre, mais c'est effrayant, ils sont sur un bateau qui est en train de couler, ils s'accrochent comme ça, c'est fou. Alors, on revient à cette question sociologique, parce que on parlait tout à l'heure de Göttingen, en se disant il y avait peut-être à l'époque une vingtaine, une trentaine à tout casser de chercheurs, mais qui ont à eux 30 bouleversé la physique, et bon, ça fait un petit siècle maintenant. Et depuis, on a l'impression juste... Alors, vous parlez de cette crise de la physique en particulier, mais est-ce que c'est le manque d'imagination, le manque de sociologie qui génère cette crise et donc cette stérilité depuis des décennies, ou est-ce l'inverse? Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus cette sociologie, qu'il n'y a plus de nouvelles idées, ou c'est parce que les idées elles-mêmes étant stériles, elles ne génèrent plus justement cette émulsion entre cerveaux qui se frottent?
Vous voyez, déjà, ce qui a été catastrophique, c'est le procédé de valorisation du scientifique, avec le système des revues à comité de lecture. On a imaginé que si les articles scientifiques étaient examinés par des gens qui restaient anonymes, ça resterait à gage de leur indépendance. Or, en fait, ça a fait une catastrophe. Je vous donne un exemple. Moi, dans les années 70, 60-70, quand je connaissais Lichnerowitz, il était académicien, mathématicien, et à l'époque, les académiciens pouvaient présenter des notes au compte-rendu. C'était eux les référis, c'était eux qui décidaient si ça avait de la valeur. Grâce à Lichnerowitz, j'ai eu la chance immense de voir un type qui a compris que j'avais une idée. Il m'a aidé et il a présenté mes notes. Bon. J'ai en particulier présenté en 1974 la première solution de l'équation de Vlasov. Je ne savais pas que tout le monde avait échoué là-dedans. Bon. Et Lichner a publié donc un certain nombre de travaux de ce genre. Et tout d'un coup, l'Académie des sciences s'est dotée d'un système de référé. Pourquoi ? Bon, parce qu'il y avait des académiciens qui étaient un petit peu gâteux, qui passaient un peu n'importe quoi. Alors on disait, bon, mais oui, mais cette capacité d'avoir des idées neuves, peut-être que ça passe avec le fait qu'il faut de temps en temps qu'il y ait des couillonnades qui soient publiées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est qu'un référi et le système de ces revues scientifiques ? Alors, vous voyez, une revue scientifique, dans le temps, ça demandait des moyens, ça demandait de l'argent, parce que quand vous avez un article scientifique, il faut quelqu'un qui le convertisse. Essayez d'imaginer un article dans les années 60. Ça n'existait pas, Internet. Alors que maintenant, quand vous envoyez un article, vous l'envoyez en latex. Il est déjà formaté. C'est-à-dire que non seulement il est formaté, mais le geste de publication consiste simplement à le télécharger. C'est rien du tout. Alors qu'avant, vous aviez un article, il fallait que quelqu'un le transforme en quelque chose de compréhensible par l'imprimeur. Après, il fallait que ce soit imprimé. Bon, imprimé en un nombre d'exemplaires, combien, on ne sait pas. Mais ce sont des revues qui se vendaient à peut-être une centaine d'exemplaires au maximum. Donc vous voyez que moi je me rappelle à l'Observatoire de Marseille, on était abonné à des revues, mais ça coûtait cher. Ça coûtait, je sais pas, même 1 000 € par an pour la moindre revue, quoi. Et on recevait un petit numéro comme ça tous les mois. C'est normal, parce que ça coûte tellement cher avec les gens qu'il faut employer là-dedans. Alors ensuite, quand vous envoyez cet article, je cite mon nom justement dans les années 60, vous envoyez un article, la revue va chercher un expert. Elle a un carnet d'adresses comme ça avec tous ses experts, et puis elle en trouve un qui accepte bénévolement, il n'est pas payé, qui accepte bénévolement d'examiner le travail. Bon. Et après, il rend un article. Alors peut-être c'est négatif, auquel cas la revue répond. Nous avons soumis ça à 2 référis, pour être sûr, et tous les 2... référi, en français, c'est un arbitre, un expert, un référent. Examinateur. Bon. Et tous les 2 ont estimé que ça ne tenait pas debout pour telle raison. Mais très bien, on peut très bien dire, d'accord, ils ont dit ça, mais moi je dis qu'ils se trompent. Je veux un 3e référi. On peut demander ça, bon. Mais sinon, le référi dit, il a examiné votre travail, mais est-ce que vous pourriez éclaircir telle partie ? Bon, ok, alors on éclaircit. Puis une fois que c'est fait, la revue dit ok, c'est publié. Alors une fois que c'est publié... Mais donc les référis sont anonymes. Anonymes. Mais alors, ce que je ne comprends pas, parce que vous disiez, l'anonymat serait un gage d'indépendance, mais j'ai l'impression que c'est précisément l'inverse. Exactement. C'est quand on défend son opinion, même fausse, qu'on peut... Ensuite, on revient à ce terme de disputatio, qu'on peut confronter les idées et dire non, moi je tiens telle position, à la limite qu'elle soit fausse ou qu'il y ait une erreur, c'est normal, c'est comme ça qu'on avance. Alors vous comprenez tout de suite la chose suivante, c'est quand vous prenez une revue, comme les revues actuelles, prenez Physical Review Day, prenez Classical and Quantum Gravity, etc., les grandes revues de physique, elles ont un bureau éditorial avec 20 personnes. Et ce bureau éditorial, les gens sont connus. Ce n'est pas eux les référis. Ce sont les gens qui orientent vers des référis. Et après, vous regardez, dans ce bureau éditorial de 20 personnes, il y en a 10 qui sont issus de la théorie des cordes. Après, vous avez des gens sur les trous noirs. Vous avez des spécialisations. Donc, autrement dit, ces gens-là, si on leur envoie quelque chose qui ne rentre pas dans ce domaine-là, ils ne vont rien comprendre. Mais à noter, vous parliez par exemple de la théorie des cordes qui n'est qu'une théorie et qui n'est absolument pas démontrée. Enfin, elle est très intéressante. Ça marche pas surtout.
Parce qu'une théorie qui marche, elle donne des expérimentations. Une théorie, ça explique des phénomènes et ça en prédit. Là, ça n'explique rien, ça ne prédit rien. Vous savez, il y a une chose, dans un bouquin que j'ai fait, j'ai essayé de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Actuellement, les publications se font numériquement. Et numériquement, ce qui est très bien, c'est qu'on a des couleurs. On a du rouge, du bleu, du violet, du jaune. On a toute une palette de couleurs. Et, par exemple, imaginez les publications, c'était en noir et blanc. S'il avait fallu faire de la couleur, les gens se seraient dit ça coûte beaucoup trop cher. Alors que maintenant, on a toutes les couleurs qu'on veut. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de dire, ben voilà, lorsqu'on publie des travaux, on pourrait mettre les textes dans une couleur qui donnerait déjà ce à quoi ça représente. Par exemple, quand vous prenez la théorie des cordes, on pourrait dire voilà un travail qui n'a que qui n'apporte pas grand-chose au point de vue mathématique, même rien du tout, qui ne prédit rien, qui n'explique rien. Bon, ben, des choses comme ça, on va quand même les publier, mais on va mettre ça en violet. Donc, quand vous avez un texte comme ça en violet, vous savez ce que c'est. Par contre, un travail qui prédit quelque chose de très fort, vous allez le mettre en rouge, par exemple. Et puis, si c'est un travail simplement qui est une reprise de choses qui existent déjà, vous le mettez en noir. Or, vous avez des gens qui ont publié un travail, après qu'ils l'auront publié 10 fois, c'est la même chose. Et ça, les couleurs permettraient de faire ça. Alors, on dirait, oui, mais à ce moment-là, c'est un référé qui va mettre les couleurs. Bah, pas forcément. Vous pouvez très bien avoir une possibilité que des gens disent « j'ai la preuve que ce qu'il publie a déjà été trouvé ». Vous voyez ? Exact. Quand vous mettez quelque chose, vous mettez une couleur alors que ça a déjà été fait, ça devrait être en noir. Mais moi, je suis quand même un peu intrigué, excusez-moi Jean-Pierre Petit, parce que dans mon imaginaire, ou en tout cas de ce que je sais de l'histoire des sciences, il y a eu quand même des rivalités, des engueulades épiques entre théoriciens, entre scientifiques, qui se voyaient quasiment des anathèmes à la figure, parfois de manière très polie, mais parfois un peu moins, en disant « non, moi je soutiens ça, toi tu soutiens ça », mais c'est en même temps comme ça qu'on a pu avancer. Or, j'ai l'impression que le système que vous décrivez, notamment avec les revues, oui, vous faites le geste, mais c'est exactement ce que j'allais dire, aplatit et enlève toutes les aspérités qui rendraient cette discussion, cette conversation possible, avec tout ce qu'il peut y avoir de rugueux. Mais il me semble que c'est de ce frottement que vient justement l'étincelle de vérité. Alors je vous donne un exemple. Il y a un article que j'ai envoyé à Physical Review Day. Réponse, c'est non-suitable. Ça veut dire ça ne nous convient pas. Ou alors ce travail n'a pas le niveau d'excellence que nous attendons. Et c'est terminé. Il ne soumet pas à référé, c'est le editorial board qui décide. En fait, on pourrait dire c'est le bureau éditorial, c'est un truc auquel j'ai rien compris, donc je le rejette. C'est tout, voilà. Alors ensuite, moi j'ai envoyé un article, c'était formidable, à Classical and Quantum Gravity, et on aura l'occasion d'en parler plus tard. Vous savez qu'on a obtenu des images qu'on a identifiées à des trous noirs. Or, le centre n'est pas noir. Donc, j'ai fourni une interprétation basée sur des travaux de Schwarzschild de 1916. Ils ont rejeté ça. Alors, à ce moment-là, j'avais appelé ça les plug stars. Plug, ça veut dire chasse d'eau. Or, en regardant, il y a un objet qui a fait l'objet d'une centaine de publications depuis 10 ans. Les gravastars. Vous savez, en physique, maintenant, on n'invente pas des particules, on invente des mots. Par exemple, Dragstar, c'est une étoile noire. Gravastar, qu'est-ce que c'est qu'un gravastar? Alors que les auditeurs écoutent bien, c'est une boule d'énergie noire entourée d'une fine couche de matière sombre. Comme le chocolat. Mais voyons, on revient au début de notre discussion. J'ai quand même l'impression, vous me dites si je me trompe, que justement par défaut de théorie solide, et après vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est vraiment qu'une théorie scientifique, on invente des mots, on utilise le langage qui devient en fait un outil de propagande, voire de dissolution du monde commun pour masquer le fait qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Oui, je crois qu'il y a un grand pan de la science. Je ne parle pas des observateurs. Les astronomes, ils font des mesures, il n'y a pas de problème, ça progresse. La technique, on étudie des choses de plus en plus finement. Regardez maintenant, on est capable de localiser des atomes avec une petite pointe infiniment fine, c'est formidable. Mais alors, sur le plan de la théorie,
les articles servent surtout à masquer l'ignorance et la médiocrité, quoi. Je vous donne un exemple. Il y a une revue qui s'appelle Monthly Notice, qui a été fondée il y a, je ne sais plus, un siècle ou deux. Enfin, c'est une revue anglaise qui a une grande notoriété. Et j'ai trouvé il y a 2-3 ans un article expliquant de quoi étaient faits les objets qui sont au centre des galaxies, les objets hypermassifs. Tenez-vous bien, ils sont faits de darkino. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais dark, ça veut dire sombre. Hein, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais inventer un mot, c'est les darkinos. Alors moi, j'ai proposé un truc. Je pense que l'univers est constitué d'un élément unique que je vais appeler le perlimpinpino, qui est le composant essentiel de la poudre de perlimpinpin. C'est ça. Cher à Emmanuel Macron. Voilà, c'est la poudre de perlimpinpin, le perlimpinpino, le darkino. C'est fou. Alors le gravitino, on est parti dans des choses comme ça, voilà. Le gravitino, ça faisait partie de la supersymétrie. Mais là, franchement, cette histoire de Gravastar, qui est une boule d'énergie noire entourée de... En plus, il y a eu des articles où c'était ficelé avec des supercordes, vous voyez. Alors, mais comment vous expliquez et que justement ces théories prospèrent aussi largement, parce que même dans le grand public, enfin moi qui suis encore une fois pas scientifique, mais jeune homme, je lisais Science et vie, Science et avenir, la théorie des cordes, on en a mangé, les trous noirs, on en a mangé, etc. Et pourtant l'observation, à ma connaissance, à ce jour, n'en dit rien. Et ça pénètre même le grand public. Mais regardez nos médias actuellement, regardez les revues, regardez ce qui est devenu le monde, franchement. Regardez ces journaux, ils vous vendent des mensonges, ils occultent toute la vérité, il n'y a plus rien. Ben, la physique, c'est pareil, la science, c'est pareil. Les revues de vulgarisation, Science et vie, Science et avenir, et même la recherche pour la science, c'est pareil. Ils sont au service d'une intelligentsia, d'un groupe de pouvoir, c'est tout. Regardez comment ça se passe. Ils se distribuent des prix les uns les autres. Et hop, je te donne le prix ceci et donne le prix de là. C'est incroyable, incroyable. Mais il n'y a aucune contestation. Moi, j'aurais aimé pouvoir demander à présenter mes travaux à l'Académie des sciences, mais je n'en franchirais jamais la porte. Ce serait épouvantable. J'ai des détracteurs. Il y a un académicien qui s'appelle Thibaut Damour, qui est monsieur cosmologie, etc. Mais si j'étais face à lui dans l'Académie des sciences, tout sans élever la voix, simplement avec des arguments mathématiques, ce serait une catastrophe. J'expliquerais qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris à Janus, voilà. Mais il n'y a pas de polémique. Par exemple, je me rappelle une année, j'ai voulu faire un séminaire à l'Institut d'astrophysique. Le directeur de la revue s'appelait Aumont, il a répondu non. Alors à ce moment-là, le mathématicien Souriau lui a écrit en disant « Écoutez, vous êtes à la recherche d'idées nouvelles, petit en a, écoutez-le ». À ce moment-là, Aumont a dit « Je veux bien, mais je veux une lettre pour être couvert ». C'est-à-dire qu'il voulait une lettre de recommandation de Souriau pour pouvoir m'inviter. Moi, je suis venu à l'Institut d'astrophysique de Paris, j'ai fait cette conférence, il y avait 5 personnes dans la salle, dont le gars. Et mon ami Jean-Claude Péquer, académicien, était venu. Ces gens m'ont écouté en silence. Après, quand Aumont a dit « Y a-t-il des questions ?», ils sont tous partis. Je veux dire que je crois que le mot qui convient le plus, c'est le titre d'une de mes bandes dessinées, c'est le mur du silence. Actuellement, je suis face au mur du silence. Ok, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de la trouille, non ? Quoi ? Il n'y a pas de la trouille aussi ? Si ! Une trouille mortelle, bien entendu, vous ne vous rendez pas compte. Mais ces gens-là sont spécialistes de la matière sombre. Moi, je ne sais pas si je prenais un théoricien en astrophysique et en cosmologie qui dirait « Bon, écoutez, je suis très ouvert, mais que deviennent mes propres travaux ?» Ah, hélas, mon ami, je suis désolé. Mais c'est vrai. Vous vous rendez compte des gens qui ont travaillé là-dedans ? Est-ce que vous imaginez cette phrase « Les trous noirs n'existent pas », c'est une chimère mathématique. Mais un type qui dit ça, c'est un malade mental. Vous voyez, c'est là que c'est intéressant, c'est de voir comment la communauté... Ça, c'est votre... Qu'on soit bien clair, vous, c'est votre thèse, que les trous noirs n'existent pas. Oui, je vais être obligé d'utiliser la complicité de mathématiciens pour montrer ça. Parce que c'est très subtil, mais ça ne tient pas debout. C'est lié au fait qu'on a loupé le train de la topologie après la guerre. Et il faut quand même rappeler peut-être que
dans le modèle théorique du trou noir, quand on arrive dans le trou noir, on arrive à des absurdités mathématiques. Mais c'est parce qu'il n'y a pas dedans. C'est l'adverbe qui ne colle pas. C'est un emploi illicite de l'adverbe. Non, mais ce que je veux dire de mes souvenirs de mathématiques, par exemple, je ne peux pas diviser 0 par 0 ou l'infini par 0, etc. Pourtant, c'est ce à quoi on aboutit dedans ces trous noirs. On est sur des modèles mathématiques qui... Moi j'ai fait une vidéo de 5 heures. J'ai fait une vidéo de 5 heures là-dessus, justement sur ces artifices mathématiques. Et il y a quelques jours, une jeune femme qui a fait une thèse de maths et une thèse de géométrie a dit « Bon, moi je ne suis pas physicienne, mais j'ai regardé votre vidéo pendant 5 heures et ça m'impressionne. Je pense que vous avez raison. » Et c'est vrai, vous voyez le déploiement de ce travail comme ça, et tout d'un coup vous avez un truc, je vous le montre bien d'ailleurs. Alors vous voyez là, eh ben, on prend ça nul, ce qui fait qu'on utilise 0 puissance 0 égale 1. Vous voyez ? Donc, voilà, ils utilisent 0 puissance 0 égale 1, ou alors 0 sur 0 égale 1, c'est bien connu, quoi. Voilà. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et j'ai mis le projecteur là-dessus. Alors, quelle est votre thèse sur les trous noirs ? Simplement, je dirais, on abordera ça dans la deuxième partie, parce que ça va nous mener très loin. Il y a un homme qui s'appelle Karl Schwarzschild, en 1916, qui a construit la géométrie des objets de manière relativiste. Alors, il faut savoir que cette relativité générale, elle naît en 1915, en novembre 1915, quand Einstein publie son équation. Vous vous rendez compte, fin novembre, décembre, janvier, 2 mois après, Schwarzschild sort la solution. Et il sort 2 articles, un en janvier 1916 sur la géométrie à l'extérieur des masses et un en février 1916 à l'intérieur des masses. Tout est dit là-dedans. Et simplement, quand vous me dites c'est quoi ma thèse, eh bien simplement c'est de suivre la solution donnée par Schwarzschild. Et ce qui se passe, si vous voulez, c'est que dans cette solution-là, quand un objet est très massif, se produit un effet, ce qu'on appelle de redshift gravitationnel. Alors, je vais quand même... J'espère qu'on ne larguera pas 90% des auditeurs là-dedans. Il y a une chose, si vous voulez, c'est que le temps s'écoule moins vite près des masses. Et c'est valable pour la Terre. Actuellement, vous avez un GPS. Ce GPS utilise des données qui viennent d'une population de satellites qui sont en orbite. Comme ils sont en orbite, ils ne sont pas sur la Terre. Donc le temps s'écoule moins vite. Et dans ces satellites, il y a une horloge atomique très précise. Et dans les calculs de position, nous sommes obligés de tenir compte du fait que le temps s'écoule moins vite sur Terre. Vous vous rendez compte ? Et il s'écoule moins vite là où vous êtes, mais un peu plus vite au premier étage, par exemple. Ça a pu être mesuré à l'échelle de 6 étages d'immeubles, une chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est extrêmement précis. Et si on ne tenait pas compte de cette correction, les GPS ne marcheraient plus. Ils ne marcheraient plus. Le lundi, vous auriez une erreur d'1 centimètre, mais la semaine suivante, ce serait 10 centimètres, etc. Il me semble d'ailleurs, parce qu'on revient à cette question de la théorie scientifique, que c'est comme ça que Einstein démontre sa théorie de la relativité mais bien sûr, avec le décalage de Mercure. Quand vous me demandez qu'est-ce qui supporte une théorie, mais il faut que ça marche, nom de Dieu, hein ? Voilà. Et donc on rappelle, Einstein dit, écoutez, Newton, c'est très bien, ça marche bien, voilà. Mais je constate un petit décalage. Mais attendez, il ne constate pas, ça faisait un siècle que c'était connu. Mais moi, je peux expliquer ce décalage grâce à ma théorie. Exactement. Et ça tombe pile. Exactement. Et donc ça valide la théorie d'Einstein. Mais alors, ce qui est amusant, et c'est là que j'ai appris ça avec mes étudiants de philo, il y a des théories fausses qui marchent mieux que une vision. Par exemple, cette histoire des épicycles, ça servait à quoi l'astronomie dans le temps ? L'astronomie, ça servait à l'astrologie. Or, l'astrologie, elle était partout. Elle était partout. Un roi, il avait un astrologue, sinon c'était pas sérieux. Maintenant, on a un conseiller scientifique où on a un économiste qui vient vous donner des conseils. À l'époque, on avait un astrologue. Par exemple, il y a encore des astrologues qui viennent. Je vais déclarer la guerre. Est-ce que vous pensez que la configuration astrale est bonne ? Je vais vous calculer ça et tout ça. Donc, les rois avaient besoin d'astrologie. Donc, l'astrologie, il fallait pouvoir prédire les éclipses. Il fallait savoir exactement quand les choses vont se faire. Or, quand vous preniez le modèle héliocentrique, les gens voyaient des trajectoires circulaires autour. Et quand ils faisaient les calculs avec ces trajectoires circulaires, ça ne marchait pas.
Les gens disaient, vous comprenez, ce modèle, à ce moment-là où la Terre bouge et où le Soleil est au centre du système, moi je veux bien croire aux idées les plus folles, mais regardez, ils sont encore trompés de 15 jours pour l'éclipse, alors que les épicycles, ça marche très bien. Et les épicycles, c'était un modèle, à chaque fois on rajoutait un cercle. Je pense à l'histoire d'un roi d'Espagne à qui son précepteur enseignait l'astronomie, et quand l'autre lui a expliqué les épicycles, il a dit si j'avais été Dieu, à sa place, j'aurais envisagé quelque chose de plus simple. C'était affreusement compliqué, mais ça marchait mieux que le modèle héliocentrique. Vous vous rendez compte? Autrement dit, la Terre et fausse marchait mieux. Et moi, je pense que les quarks, c'est les épicycles modernes. Mais encore une fois, moi j'ai des souvenirs de mathématiques, et mon prof nous disait, du faux, on peut déduire n'importe quoi. À partir d'une hypothèse fausse, je peux aussi arriver à quelque chose de vrai. Du faux, on peut dire... Non, de certains trucs faux, on peut décrire des choses. Mais sauf que en réalité, et on revient à ce problème du 2 plus 2 égale 4 et en même temps 2 plus 2 égale 5, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se fonde sur du faux, on peut tout dire. Et donc, plus rien n'est dissible, et l'entente, la dispute d'ailleurs, et l'entente ne sont plus possibles. Alors, je vais vous donner un exemple assez amusant, justement par rapport à cette avance du pérhélion de Mercure. La planète Mercure avait une trajectoire bizarre, sa trajectoire elliptique avait tendance à tourner. Et à ce moment-là, vous aviez Le Verrier. Vous vous rappelez que Le Verrier, en utilisant les méthodes de calcul de Newton, avait prédit, je crois que c'est l'existence de la planète Neptune ou Uranus, enfin l'une des deux, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, il avait prédit que cette planète se trouvait là, et voilà, on l'a trouvée. À ce moment-là, il a voulu appliquer la même méthode à l'aberration de la trajectoire de Mercure. Et à ce moment-là, il a supposé qu'il y avait une planète inconnue qui s'appelait Vulcain, qui tournait plus près du Soleil que Mercure et qui perturbait cette planète. Donc il avait déterminé les paramètres de son orbite, mais on n'a pas observé Vulcain. Alors actuellement, vous voyez, simplement, si on était à cette époque et qu'un Le Verrier moderne proposait ça, on dirait, c'est très simple, c'est une planète noire. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Vous comprenez? Voilà. On reviendra sur ce sujet en deuxième partie. On a abordé beaucoup cette question de la culture générale en disant qu'il ne faut pas restreindre les uns et les autres à leur domaine de spécialisation. Est-ce que vous auriez quelques idées, quelques conseils pour justement étendre ce domaine de la culture générale? Et très pratiquement, est-ce que vous auriez quelques conseils de lecture ou même de films à voir à des jeunes gens non scientifiques mais qui voudraient élargir leur culture dans ce domaine? Il faudrait changer toute la stratégie d'enseignement, que ce soit dans le primaire, le supérieur. Ça, c'est hors de ma portée. Je dirais simplement qu'il y a des conseils pratiques que je pourrais donner aux gens qui veulent ouvrir un peu leur vision des choses, et qu'ils aillent sur le site de Savoir sans frontières. Et à ce moment-là, ils ont 28 bandes dessinées téléchargeables qui leur ouvrent un petit peu l'esprit, quoi. Voilà. Et c'est vrai que dans ces bandes dessinées, il y a une bande dessinée vedette qui est le Topologicon. Et vous connaissez le Topologicon? Oui, j'ai pu regarder. Voilà. Et ça, c'est... Je veux dire que les physiciens théoriciens d'aujourd'hui devraient lire le Topologicon pour apprendre à décoincer leur cerveau au nom d'une pipe. Voilà. Essayer de casser un peu cette vision, de chercher un intérieur là où il n'y en a pas. C'est la topologie. Alors là, effectivement, on peut aborder cette question des rencontres que j'ai faites avec des personnages. On parle un petit peu de ça, si vous voulez. Voilà. On a encore une dizaine de minutes pour cette première partie. Donc, voilà, ça ira très bien, ça ira très bien. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai déjà fait 2 carrières l'une après l'autre. Il y a une carrière de MHD, puis après une carrière de cosmologie. C'est quand même curieux de faire 2 carrières bout à bout. Mais tous les travaux que j'ai faits ont été suscités par des rencontres que j'ai faites avec 4 mathématiciens. Alors, le premier, c'est Lichner-Horowitz, qui a eu l'intelligence de comprendre que je ne pensais pas comme tout le monde et que j'avais des outils mathématiques intéressants. Ce serait trop compliqué de les évoquer, mais bon, c'est quelque chose qui allait assez loin. Ça m'a permis d'éviter de les exclure du CNRS, parce que des gens comme moi, il fallait les virer, quoi. Bon. Ensuite, deuxième personnage, Souriau,
Donc, un jour, Lichner-Ovitz est à Aix-en-Provence et il me dit je vais vous faire rencontrer des gens, il y a un colloque de physique mathématique. Alors, on va à ce colloque de physique mathématique au Palais des Congrès. On arrive et je trouve une vingtaine de personnes devant la porte et la directrice du Palais des Congrès parlait à un petit barbu à lunettes et elle lui dit « Mais professeur Suriot, vous savez, quand vous organisez un colloque, il faut me prévenir pour retenir la salle. » Il avait oublié de prévenir. Et ça, Suriot, c'était le savant cosinus par excellence. Je me rappelle un jour... Ou le professeur Tournesol. Ah, pire que ça. C'est rien, Tournesol à côté. Suriot me disait, tu sais, un jour, je suis rentré dans ma salle de bain avec un éléphant et en sortant, je l'avais perdu, quoi. Voilà. Non, mais voilà, c'est ça. Alors, le truc, c'est que la directrice nous a trouvé une petite salle à côté qui était une salle pour des fillettes. Donc je me rappelle, Lichner-Ovitz avait des grandes jambes, on était tous là en train d'essayer de loger nos guibolles sous ces tables en bois avec des petits encriers, puis il y avait un tableau noir, bon, tout s'est très bien passé. Et là, j'ai fait la connaissance de tas de gens. Je me rappelle, il y avait un mathématicien qui s'appelait Costas Bourgard, et ses étudiants l'appelaient Coco Belleuil. C'est pas mal. Bon, ben voilà, je me suis retrouvé face à des mathématiciens philosophes, quoi, carrément, des gens qui étaient sur des grands problèmes essentiels, j'ai trouvé ça passionnant. Alors du coup, comme Suriot était mon voisin, il habitait Aix-en-Provence, je suis venu le voir, et puis, ma foi, on pourrait dire que mes bandes dessinées, c'était une sorte de carte de visite, quoi. Quelqu'un qui fait le Topologico, ça doit être un type qui n'est pas complètement inintéressant, quoi. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à interagir avec lui, ça a duré 20 ans. Hein. Pendant 20 ans, j'ai appris des choses, et c'est de Suriot que vient cette idée que l'inversion du temps, c'est l'inversion de l'énergie et de la masse. Et ça, c'est génial, quoi. Voilà. Ça, c'est Suriot. En même temps, je rencontre un autre mathématicien. Un jour, on me dit vous dessinez pas mal, est-ce que vous pourriez faire des dessins pour un mathématicien géomètre qui a une conférence à faire? Bon, ok, alors je viens, et je me trouve face à un monsieur qui me demande de dessiner des tas de choses au tableau. Alors j'avais un tableau blanc, comme ici, avec un marqueur. J'arrive assez facilement à faire ces choses-là. Et tout d'un coup, les choses qu'il me demande de dessiner, vous savez, l'expression « j'ai les fils qui se touchent », carrément. J'ai les fils qui se touchent, et je me renvoie reposant le marqueur en disant « bon, là, je... » Et ce type-là est aveugle. C'est un mathématicien, un géomètre, et il est aveugle. Donc le lendemain, après avoir compris là où il habitait, il avait une maison de vacances à Aix-en-Provence, je vais le voir, et je lui dis, mais qui vous êtes, vous qui m'avez mis en perdition complète, alors que normalement, j'ai une vision dans l'espace exceptionnelle. Alors il s'est amusé, il m'a dit, mais c'est le retournement de la sphère. Donc alors à ce moment-là, j'ai dit, vous allez lui expliquer ça, donc tout l'été y a passé, et c'est là que... je dirais presque que je prenais de l'aspirine préventivement avant d'aller chez lui. Quand vous prenez ces choses-là, le Topologico, c'est un exemple de ça. Vous savez, dans le Topologico, il y a un exergue en disant il est déconseillé de lire ce livre le soir avant de s'endormir, après un repas trop riche ou quand on est sûr de rien, grâce à Alfred qui a gravé les choses. Donc vraiment, le Topologico vous donne une idée de ce dans quoi on baigne. Et ensuite, si on peut montrer les dessins du retournement de la sphère, vous voyez, qui sont sortis pour la science, c'est effroyable, un truc pareil. Donc là, je passe un été, et à la suite de l'été, Morin m'avait trituré les neurones, je ne fonctionnais plus comme tout le monde. Disons, quand on a compris ces choses-là, il y a des connexions neuronales qui se passent. Bon, voilà. Là, c'est les dimensions topologiques. Donc c'est ça qui a donné lieu à cette géométrie particulière du Monet-Janus. Sans Morin, ça ne serait pas fait. Alors vous voyez, Lichner-Ovitz, Morin, Suriot, puis après il y a un quatrième personnage, dont on a 10 minutes pour parler, je crois qu'on mettra ça à la deuxième séance, il y a tellement de choses à dire. C'est Alexandre Grothendieck. Alexandre Grothendieck, je l'ai fréquenté pendant des années, c'est un génie, quoi. C'est reconnu par tout le monde. Quoi. Et Grothendieck avait une conscience très forte de la compromission des scientifiques avec les techniques militaires. Et il savait que pour moi, j'étais un peu incorruptible de ce côté-là. Donc il a pris contact avec moi, et j'ai eu à ce moment-là des échanges étroits avec Grothendieck, qui était mon voisin. Moi, j'habitais Aix-en-Provence, il habitait Montmoiron, qui est un village près de Carpentras. Et là, il avait une petite ferme où il faisait son pain lui-même et tout ça. C'était l'époque où il avait déjà une grande barbe et tout. Donc, je voyais Grothendieck quand je voulais. Simplement, il m'avait dit, écoute, je veux bien te donner mon adresse, mais tu le dis à personne. Donc j'ai gardé le secret.
Mais enfin, quand on dit que c'est un chapitre, on ne peut pas faire ça en 10 minutes, quoi. Il faudra remettre ça. Non, mais de toute façon, dans notre deuxième partie, nous allons aussi parler de la responsabilité du scientifique et de sa prise sur le monde, sur le réel et sur la marche du vaste monde, et notamment sur les enjeux politiques et militaires. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On en parlera tout à l'heure, justement. Déjà, mes travaux de MHD, la seule application qu'ils ont trouvé, c'est l'application militaire. C'est les hypersoniques russes, quoi. Voilà. Et là, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, si vous voulez, la chose, c'est que j'ai rencontré des gens exceptionnels qui étaient dans des axes de recherche complètement différents. C'est ça qui t'enrichit. C'est rencontrer celui-là et celui-là. Et en prenant Lichnerowitz plus Souriau, plus Grothendieck, plus Morin, ça fait 4. Ben, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 100. Voilà. C'est à peu près le résultat. Jean-Pierre Petit, je vous propose que nous continuions cette conversation tout à l'heure. Je vous remercie infiniment encore pour cette conversation passionnante. Je remercie les auditeurs de Tocsin. Je vous rappelle, abonnez-vous à Tocsin Plus. Aidez-nous, suivez-nous. C'est grâce à vous si on est là chez Jean-Pierre Petit en Provence, et c'est grâce à vous si on peut avoir ces conversations passionnantes. Merci à tous et à bientôt pour la deuxième partie.